Bienvenue à Florinaissance, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on a Cindy Petrier qui va nous raconter son AVAC, le récit de son enfantement libre et autonome. Et j'ai divisé cet épisode en deux parties. Donc, la première partie sera sur cet épisode qui sera l'épisode 4 où Cindy raconte son récit et le prochain épisode, on discute ensemble de plusieurs sujets importants, parmi lesquels il y aura les traumas intergénérationnels et le féminisme et l'approche féministe de la naissance. Alors, passons directement au récit. Bonjour Cindy, est-ce que tu voudrais t'introduire? Ben oui, avec plaisir. Je suis Cindy. Je suis la maman de 3 enfants et un petit bébé ange. Et je suis aussi une femme, une entrepreneuse, une travailleuse, une militante. Tout ça, toutes ces casquettes-là. Parfait. Puis t'as eu un Anna avec ton dernier enfantement. Ouais, Et tout à fait. est-ce que tu voudrais raconter ton récit? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à avoir un Anna? Et comment ça s'est passé dans le fond tes autres naissances? Ok, ben oui, ma dernière, en fait, j'ai accouché à la maison sans assistance médicale. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené là? Ben, c'est souvent les expériences précédentes, mais en fait, c'est surtout que à ma première, c'est peut-être même un choix que j'aurais fait, mais c'était pas dans mon monde des possibles. Tu sais, ça existait pas. Personne ne m'avait jamais parlé de ça. Tu sais, pour moi, tu tombes enceinte. En plus, j'étais en France à l'époque. T'appelles ton ou ta gynécologue, tu t'inscris à l'hôpital, puis voilà, tu vois, genre, je pouvais même pas imaginer qu'il y avait autre chose qui était possible. Déjà à cette époque-là, j'avais rencontré une doula, une accompagnante à la naissance, qui m'avait ouvert sur, et j'ai ma voix un peu cassée, qui m'avait ouvert sur la possibilité d'accoucher avec sage-femme. Parce que c'est ça, j'étais en France, mais mon chum était au Québec. Et on savait pas encore, en gros, qui allait traverser l'océan pour qu'on soit réunis pour la naissance. Je dis toujours, on a tiré à la courte paille, c'est moi qui ai dû venir, là, mais on a quand même décidé, on a eu toute une discussion. Et, euh, et donc c'est ça. Et donc moi à partir de là, elle m'a prêté le livre Le bébé est un mammifère, parce que la première fois qu'elle m'a parlé d'accouchement sans péridurale, j'ai dit non non, mais tes trucs de hippie, c'est pas mon truc là, oublie ça là. Et ce qui est très drôle quand on connaît la suite de l'histoire. Et donc là, elle me prête Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Et petit à petit que je lis le livre, tu sais, il compare la naissance humaine aux naissances d'autres mammifères, les conditions à réunir pour pouvoir être dans ses hormones, pour pouvoir comme avoir un accouchement qui est facilité, en fait. Puis je lis, puis je fais, mais oui, mais ça fait plein de bon sens. Mais oui, ça fait plein de bon sens. Tu sais, genre, je m'énerve toute seule derrière mon livre. Tu sais, je suis enceinte de même pas 7 semaines à ce moment-là. Puis là, je suis comme, OK, moi, je vais accoucher avec une sage-femme. Tu sais, puis j'ai jamais mis les pieds au Québec à ce moment-là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je comprends aussi que si le néocortex est trop stimulé, tu sais, les hormones, elles se libèrent pas bien. Et moi, je suis une fille super cérébrale. Donc, à ce moment-là, je prends une décision. Donc, je te rappelle, je suis enceinte de même pas 7 semaines. Je ferme le livre et je décide que je lis plus rien d'autre sur la naissance et que je vais accoucher avec une sage-femme au Québec, alors que j'ai jamais mis encore les pieds. Et je passerai les détails, parce que c'est pas sur cette histoire-là qu'on veut trop aller. Mais en tous les cas, c'est ça qui s'est passé. Donc ça a été un premier portail pour moi. Ensuite, je suis redevenue enceinte. C'était pas prévu, pas si longtemps après. Et, et en fait, ben, à 11 semaines, je commence à avoir des saignements. Puis moi, ça faisait déjà 2 semaines que je disais à mon chum, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Je le file plus. Je me sens plus enceinte. Puis t'es comme, ah, tu te stresses, tout ça. Mais donc, dès que j'ai eu des saignements, pour moi, c'était clair, tu vois. La sage-femme m'a quand même dit, tu sais, ça peut arriver, des saignements, premier trimestre, nanana. J'étais comme, non, mais je le sais, là, tu sais. Enfin, puis, mais je lui ai décrit des douleurs qui pouvaient lui faire penser à une grossesse ectopique. Donc elle m'a dit, c'était peut-être mieux d'aller à l'hôpital parce que si jamais c'est seul comme ça, c'est dangereux, il y a des risques. Donc je suis allée à l'hôpital. Infantilisation possible. C'était vraiment une sale expérience.
Puis au final, j'ai perdu l'œuf avant même que d'être reçue par un médecin. Et donc, euh, et donc moi, je commençais à me dire, bah, j'aurais mieux fait de faire ça toute seule chez moi. Là, tu sais, j'aurais été plus tranquille, j'aurais été dans ma bulle. Mais en même temps, j'ai jamais fait de fausse couche. On parle pas de la fausse couche. Et d'ailleurs, je préfère parler de grossesse spontanément interrompue, là. Comme on sait pas comment ça se passe, tu sais, on n'arrive pas non plus à déceler c'est quoi les signes, les symptômes de, ok, t'es en train en fait, de perdre l'embryon, le fœtus, tu vois. Donc ça a été en fait un deuxième truc, parce que moi, avant ça, j'avais rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelle Nicole Pinault, qui travaillait à l'époque au RNR, le regroupement Naissance Renaissance, qui s'appelle maintenant le regroupement Naissance Respectée. Donc évidemment, vu le nom de l'organisme, tu comprends qu'on travaillait autour de la naissance, lutte aux violences obstétricales, etc. Puis on se raconte à la pause déj un moment donné nos histoires de naissance. Puis il m'explique qu'elle a accouché sans assistance médicale chez elle. Puis moi là, la bouche me tombe à terre. Puis je la regarde, je suis comme, hein? Comment ça se peut? Comment ça? Mais c'est-à-dire, tu sais, genre un peu la réaction de tout le monde autour de toi quand t'expliques que tu vas faire un accouchement non assisté. Mais j'étais vraiment pleine de curiosité, tu sais, j'avais aucun jugement, j'étais juste fascinée, tu sais, j'étais comme oh my god, tu sais. Puis elle me raconte, puis et en même temps elle me raconte ça, tu sais, genre c'est banal quoi. Tu sais, je veux dire oui, c'est extraordinaire dans le sens c'est différent de ce qu'on voit dans la majorité des naissances, mais en même temps c'est tout ça et juste ça. Fait que c'est ça, moi ça me plante une graine, je suis comme ah ouais, tu sais c'est cool là, t'es vraiment chez toi dans ton confort et tout ça. Donc je retombe enceinte après ça, une grossesse désirée, souhaitée, attendue, planifiée. Je prends quand même mon suivi sage-femme. En plus, j'ai la même sage-femme qui était là à la naissance de ma fille. Mais je voulais vraiment limiter les interventions. Au début, je voulais faire aucune échographie. Puis à 20 semaines, va savoir pourquoi, j'appelle ma sage-femme et je lui dis écoute, je sais pas pourquoi là, mais j'ai le feeling, il faut que je la fasse cette échographie. Il faut que je la fasse finalement. Puis tu sais, on est dans la fenêtre de tir, c'est entre 19 et 21 semaines que 18, je pense, et 21 semaines que tu fais l'écho morpho. Donc elle me donne je sais pas comment ils disent ça là, mais une genre de prescription là pour que je puisse aller à l'hôpital faire l'écho. Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon fils a une malformation. Enfin, mon fils à l'époque, je le sais pas encore là, mais une malformation qui est mineure. Sur le coup, je le sais pas là, tu sais, il te parle de fente labiale, donc en fait, ce qu'on appelle aussi vulgairement un bec de lièvre. Mais c'est sûr que de là, on investigue un peu plus parce que ça peut être juste une fente, mais ça peut être aussi symptômes de maladies plus graves comme la trisomie 18, qui sont des maladies auxquelles tu survis pas là. C'est pas du tout comme la trisomie 21, là, tu sais, ou alors dans des conditions affreuses quoi. Enfin, quand c'est comme ça, tu veux peut-être pas mener la grossesse à terme. En tout cas, moi, c'était le questionnement que j'avais à ce moment-là. Donc, on investigue et finalement, il se trouve qu'il a juste une petite fente. Donc, on peut se dire, bon, finalement, j'aurais pas besoin de le savoir. Mais moi, ça m'a vraiment permis de magasiner, entre guillemets, l'hôpital. Parce que le premier hôpital auquel on a été, je me suis vraiment pognée, en fait, avec l'équipe. Donc, j'ai demandé un deuxième avis dans un deuxième hôpital, où là, on a été vraiment reçus, soutenus, etc. Notamment par rapport à l'allaitement. En fait, on m'avait découragé de l'allaitement au premier hôpital. J'étais comme, ok, moi, j'ai rien à faire ici, là, tu sais. Ce qui est quand même bizarre, parce que c'était quand même Sainte-Justine à Montréal, tu sais. Mais l'équipe de Fente Labio-Palatine, la chirurgienne, elle avait, à mon avis, des petits traumas qu'elle reportait sur ses usagers, usagères, plutôt que de se les gérer elle-même. Mais bon, ceci est une longue histoire. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, c'est ça. Puis là, j'ai des facteurs de risque qui se mettent en cours de route. Donc j'avais envisagé peut-être un accouchement non assisté pour cette grossesse-là, mais de fil en aiguille, tu sais, je veux ma sage-femme. Tu sais, puis au début, ils voulaient même pas que je commence l'accouchement chez nous. L'équipe sage-femme, ils voulaient que j'aille à l'hôpital avec les sages-femmes, mais que j'aille à l'hôpital. Et moi, j'ai dit à ma sage-femme, je dis, écoute, parce que j'avais un polyhydramnios, tu sais, c'est ce qu'ils appellent un excès de liquide amniotique. Et donc, un des principaux risques, tant que bébé est pas engagé, et bébé était pas engagé, moi, il s'engage juste à la naissance, mes bébés, là, le cordon, il peut passer devant la tête. Et là, le plus souvent, c'est une indication de césarienne, là, tu sais. En tout cas, en milieu médical, c'est une indication de césarienne. Puis c'est sûr que c'est une situation que tu veux pas, là, parce que le bébé, en descendant, du coup, en s'engageant, il va comprimer le cordon, mais vraiment beaucoup, là. Tu sais, on parle pas
d'un potentiel nœud dans le cordon ou d'un tour de cordon. Là, tu sais, on parle de quelque chose de plus important. Donc, bref, et je dis à ma sage-femme, je te jure, je la regarde droit dans les yeux, je dis comme, hey, je préfère partir à l'hôpital en urgence avec ta main dans mon vagin pour retenir le bébé plutôt que d'être à l'hôpital dès le début. Fait qu'elles ont, elles ont, elle avait confiance en moi, ma sage-femme aussi, il faut le dire, là, tu sais, de comme, ok, Cindy, elle fait ses recherches, tu sais, elle est appuyée, elle est solide, parce que, tu sais, une des peurs qu'il peut y avoir aussi des sages-femmes, c'est comme, bon, mais si la personne, elle a pas bien conscience des enjeux, elle peut se retourner contre nous potentiellement après. Tu sais, il y a toujours, c'est ça que je trouve en fait vraiment dégueulasse dans le système, qu'il soit médical ou qu'il soit, tu sais, les sages-femmes, pour moi, c'est le système médical aussi. C'est qu'il y a toute cette prévention des risques médico-légaux. C'est veut pas, c'est à ça que ça sert les protocoles. C'est pour qu'ils se protègent légalement, tu sais. Ils sont construits sur comme des façons de faire à l'hôpital, bien sûr ou dans les maisons de naissance, bien sûr dans l'idée que ça aille pour le mieux pour la personne qui accouche, mais aussi beaucoup pour se protéger légalement. Donc bref, cette naissance finalement, elle commencera à la maison, mais elle se finira au bloc opératoire. C'était beaucoup de deuil, tu sais. C'est sûr que moi je voulais accoucher à la maison, pas au bloc. Hein. Personne n'a envie d'accoucher au bloc, c'est jamais un premier choix là. À moins d'avoir eu des expériences précédentes, puis que là tu préfères, tu sais comme. Mais bon, c'est rarement un premier choix. Mais je l'ai demandé cette césarienne, c'est-à-dire que moi à l'hôpital à Mané, puis pareil c'est pas ce récit-là que je veux raconter, mais c'est une très longue introduction. Un mané j'ai une vision de forceps, puis j'ai vraiment la phrase qui me tourne en boucle dans la tête, ils vont te l'abîmer, ils vont te l'abîmer, ils vont te l'abîmer. Puis moi là entre forceps et césarienne, il y a pas photo, c'est la césarienne, c'est genre dans mon esprit à ce moment-là. Et donc je demande la césarienne. En fait, je dis à gynéco, qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que tu sais, ça avançait pas. Il y avait quand même, tu sais, mon travail allait pas bien là. Et bébé était en postérieur, la tête défléchie. Tu sais, il y avait plein de choses. Si j'avais été dans ma bulle chez nous, sans personne qui me dérange, est-ce que bébé serait placé à ma nez? Peut-être. On le saura jamais. Mais là, dans ce contexte-là, c'est rendu que ça marche pas. Puis le gynéco, elle me dit, ben, tu peux continuer à faire des positions avec ta sage-femme, parce que la sage-femme était restée malgré le transfert de soins. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Je fais comme, quoi d'autre? Tu peux faire ça. Quoi d'autre? Tu peux faire ça. Quoi d'autre? Tu sais, genre, j'étais limite en train de lui gueuler dessus. Elle me dit, ben, la césarienne, c'est ça que je veux. Tu sais, genre, j'ai vraiment dit ça net, là. Et donc, c'est ça. Donc, mais moi, je me retrouve, du coup, avec une césarienne. Et comme on le sait, quand t'as vécu une césarienne et que t'as une autre grossesse après, c'est pas toujours évident, tu sais. On considère qu'il y a beaucoup plus de risques de telle affaire, etc. Donc moi, avant même de revenir enceinte, j'ai vraiment lu sur les césariennes, notamment le livre de Hélène Vadeboncoeur. Je sais plus le titre exact, mais je pense que c'est Une autre césarienne ou un AVAC, tu sais. Puis là, elle donne toutes les statistiques, toutes les choses à prendre en considération pour savoir, comme, tu sais, pour jauger soi-même de comment on se sent avec la situation, etc. C'est vraiment intéressant. Je l'ai pas lu au complet, le livre. Je suis juste allée lire des parties qui m'intéressaient. Puis en fait, rapidement, je comprends que statistiquement, là, oui, t'es plus à risque de rupture utérine, mais on parle d'un 0 point quelque chose, là, tu sais. On parle pas de 12% ou 20%, tu sais. C'est assez, Puis je comprends aussi qu'en fait, on peut même faire une rupture utérine à une première grossesse, même sans avoir jamais eu de césarienne, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, tu sais, c'est pas si gros, là, tu sais. Je fais comme moi, franchement, un risque à 0 point quelque chose, je suis relativement à l'aise, là, tu sais. Fait que bref, je redeviens enceinte. Au début, mon plan, c'est comme j'aimerais accoucher à la maison de naissance dans la même chambre qui a vu naître ma première. C'est comme pour boucler la boucle. Tu sais, je suis un peu une poétique d'envie, là. Alors du coup, je me disais, tu sais, je mettrais au monde mon troisième bébé à la même place où mon premier bébé est né, puis ça serait beau, tu sais, je me fais un petit monde comme ça, là. Puis c'est vrai que ça aurait été vraiment beau, là. Mais c'est ça, sur le coup, j'écarte l'accouchement à domicile. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que du coup, c'est associé à cette naissance qui a quand même été pas facile et dans laquelle il y a eu des deuils à faire, tu sais. Fait que on dirait que je suis comme, ok, j'ai pas envie de réinvestir mon chez nous. Puis l'autre raison, c'est que c'est petit chez moi. C'est petit mais cosy, comme on dit. Et quand les sages-femmes sont arrivées, je me suis sentie envahie. Ça, ils arrivent avec beaucoup de matériel, l'air de rien, là, tu sais.
beaucoup de matériel qui est pas nécessairement nécessaire à la naissance, mais au cas où que peut-être il arrive de quoi. Mais moi, ça m'a envahi. Et pourtant, les sages-femmes que j'ai eues, tu sais, je sais qu'elles ont fait super attention, qu'elles ont été super discrètes. Tu sais, parce que des fois, il y en a qui arrivent un peu avec leurs gros sabots, là, tu sais. Il y a toutes sortes de personnes sur Terre, là. Mais tu sais, genre, c'était vraiment pas le cas des sages-femmes que j'avais eues à la naissance de Milo, mon deuxième. Mais je m'étais quand même sentie envahie. Fait que là, j'étais comme, ok, non, c'est moi qui vais aller à la maison de naissance, c'est correct, nanana. Et première rencontre de suivi, la sage-femme, qui est pas la même que j'ai eue précédemment, parce que la même que j'ai eue précédemment, elle est en arrêt de travail à ce moment-là, elle me dit, ok, comme tu as fait une phlébite quand tu avais 15 ans, une phlébite, on appelle ça aussi une thrombose, là, ben moi, j'ai besoin d'un avis médical pour le suivi. Je la regarde, je fais, ben voyons, c'est ma 4e grossesse, 3e que j'espère mener à terme, puis moi, j'avais demandé ça, tu sais. Puis elle me dit, oui, ben je sais pas pourquoi on te l'a jamais demandé, parce qu'on serait censé, il faut que tu ailles voir un médecin à l'hôpital pour déterminer si on peut te suivre. Donc là, c'est carrément mon suivi qui est remis en question au premier rendez-vous. Et moi, je suis en panique, là. Fait que bon, ben, je comprends que j'ai pas vraiment le choix dans le sens où si je vais pas à ce rendez-vous-là, ben, je perds mon suivi sage-femme. Mais du coup, je déteste la situation dans laquelle je suis mise parce que je suis comme parce qu'en plus, c'est ça, c'est que, en gros, du coup, je vais lire, moi, et je comprends que si t'as fait une thrombose superficielle, parce qu'il y a 2 types de thrombose, il y a la thrombose profonde et la thrombose superficielle, je rentrerai pas trop dans le détail technique. Si c'est superficiel, en gros, ça change rien à ton suivi, tu sais. Il y a pas d'enjeu. Puis, ben moi, je le sais que c'était superficiel, tu sais, en lisant les symptômes, les affaires, les trucs, parce que j'ai plus de dossier médical de l'époque, j'avais 15 ans, j'étais en France et tout ça. Mais je lis l'affaire, puis je comprends que c'était superficiel. Fait que je comprends que je vais aller à l'hôpital, me faire dire par une médecin comme, vous pouvez avoir votre suivi sage-femme. Je suis comme, quelle perte de temps, d'énergie, mais même d'argent, là, ça coûte de l'argent, les médecins, là. Fait que bref, la prise de rendez-vous, c'est une horreur parce qu'en plus, ils te convoquent à des rendez-vous, hein, ils t'appellent pas pour dire quel rendez-vous vous conviendrez parmi ceux-là, sinon ils t'envoient un courriel en disant tel jour, telle heure, vous avez votre rendez-vous. Ouais, ok, bah tel jour, telle heure, ça me convient pas. Ça marche pas dans mon horaire, désolé, tu sais. Fait que là, je rappelle, je joue à la tag téléphone avec l'hôpital, genre pendant 4 jours, parce qu'en plus on est en août, fait qu'on a 2 jours de camping en famille à ce moment-là, etc. On joue vraiment à la tag téléphone. Puis là, il y a une sage-femme qui me rappelle le jeudi, donc 4 jours après, qui me dit oui, je voulais m'assurer que tu aies bien compris l'importance de ce rendez-vous. Alors là, je me suis sentie infantilisée à ce point que je fais pardon, de quoi tu me parles? Oui, parce que l'hôpital m'a appelé puis ils m'ont dit que là, ils allaient te relancer une dernière fois, mais sinon, bah tant pis. Je fais mais comment ça? J'arrête pas de les appeler. Ils sont incapables de décrocher le téléphone. Ils font juste m'envoyer des convocations de rendez-vous. Puis en plus, ils se trompent parce qu'ils me remettent le même rendez-vous que la fois d'avant alors qu'on a dit qu'on allait changer. Après, ils m'ont, tu sais, genre, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Fait que déjà, je suis arrivée à l'hôpital à mon rendez-vous énervée au possible. De comme, mais vous avez aucun respect de l'autonomie des femmes et de leur vie et de comme, décrocher votre téléphone, parlez-leur. Parce que là, on s'est envoyé comme 10 courriels. Il y a eu 4 appels, tac, téléphone. Tu sais, ça sert à rien, là. Donc, d'entrée de jeu, moi, j'amène ça au rendez-vous, tu sais, avec le résident. Puis, tu sais, je passerai sur les détails du rendez-vous, là, mais en gros, ça finit par, c'était superficiel, c'est pas grave, il faut que vous fassiez attention à ça, il faut bien boire, il faut nanana. Je suis comme, oui, soit les symptômes auxquels je fais attention depuis 15 ans, depuis que j'ai eu cette première phlébite, tu vois. Et là, elle me dit, bon, ah oui, puis c'est ça qui se passe, c'est que au début, le résident, il me disait, oui, il faudra faire des injections pendant 6 semaines après la naissance pour prévenir une potentielle phlébite. 6 semaines d'injection chaque jour. Non, mais moi, j'étais comme, ça va pas la tête. En post-natal, faut que je me pique tous les jours pendant 6 semaines. Alors que, depuis ma phlébite, j'ai eu plusieurs grossesses, j'ai voyagé en avion, j'ai fait plein de trucs. Tu sais, j'ai eu une opération majeure qui est la césarienne, j'ai jamais fait d'autres phlébites. Et là, tu m'expliques que, va falloir que je me fasse une injection pendant 6 semaines. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, bah votre risque, il est augmenté vu que vous avez déjà eu une phlébite. Je fais, ok, mais de combien? C'est quoi les chiffres? C'est quoi les stats? Puis là, il est incapable de me répondre. Donc, quand il a cherché sa chef, là, la médecin, elle a mis du temps à venir, mais elle est arrivée, elle avait des chiffres. Fait que, tu sais, elle m'a vraiment dit les pourcentages de risques supplémentaires quand t'as déjà fait une phlébite. Quand tu fais une phlébite, c'est quoi les risques associés? Parce que c'est sûr que ça peut être un caillot, ça peut être, tu sais, ça peut être grave, hein, une phlébite, hein. En soi, si c'est traité à temps, il n'y a pas de problème, mais si le caillot, il remonte, tu peux mourir, quoi. Tu sais, tu peux faire une embolie pulmonaire, quoi. C'est pas négligeable, quand même, tu vois. Mais, mais c'est ça, une fois qu'elle me donne les chiffres, moi je suis rassurée. Puis elle, par contre, elle pense que le résident, il a fait un peu un excès de zèle, là, qu'il y a rien à faire.
juste suivi, juste faire attention à mes symptômes. Donc, moi, je suis ben chill avec ça. Puis elle me dit, bon, et puis comme je vais le mettre dans votre dossier, je préfère vous le dire en face. Vous savez, nous, les médecins, quand il y a eu une césarienne avant, on recommande l'accouchement à l'hôpital. Alors oui, oui, avec vos sages-femmes, mais à l'hôpital. Puis je la regarde, tu sais, genre, puis mes yeux doivent dire comme, t'as-tu les chiffres, tu sais? Puis elle me dit, bon, parce que vous êtes plus à risque de rupture utérine, bon, j'ai pas les chiffres, mais vous êtes plus à risque. Et là, moi, sous mon masque, parce qu'on a encore les masques à l'époque à l'hôpital, je souris, je souris, mais genre, et je lui dis, mais moi, je les ai, les chiffres, madame. Puis là, je les ai plus en tête, mais je lui sors toutes les stats que je connaissais à ce moment-là, vraiment par cœur. Puis je dis, vous savez, moi, avec un risque aussi faible, je suis pas à l'aise de faire ce que j'ai décidé que j'allais faire. Puis là, je te jure, j'ai vu comme ses yeux là, il y avait un égarement dans ses yeux, puis elle me fait comme ah vous êtes bien informée. Je dis ben oui, puis vous savez quoi c'est sur le portail périnatal de l'INSPQ, l'INSPQ étant l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis il est super bien fait, vous devriez le recommander aux personnes que vous accompagnez là, que vous suivez. Puis elle me fait ah d'accord. Ben je pense qu'on a terminé. Je fais oui moi aussi. Fait que c'est ça. Donc je sors de là, j'appelle ma sage-femme, je lui dis c'était tellement une perte de temps ce rendez-vous, tu sais. Je vais faire un deuxième rendez-vous. Il y a un deuxième rendez-vous, je pense, avec la sage-femme. J'ai pas trop souvenir. Et puis, euh, et puis là, on discute. Je commence à dire, ben, tu sais, comment ça se passe à la maison de naissance par rapport aux règles Covid, etc. Je peux-tu avoir tu sais, une doula? Je peux-tu avoir mes enfants? Tu sais, comment ça se passe? Donc là, on parle un peu et tout ça, puis ça me convient pas, là, c'est trop le bazar, c'est trop incertain, là, tu sais, c'est trop incertain, en fait, de comment les choses vont se passer, etc. Et puis si finalement je décidais d'accoucher à la maison, pareil, c'est très incertain, aussi parce qu'elles sont en manque d'effectifs, puis que c'est en plein le moment où ils décident d'obliger les sages-femmes à avoir leur vaccination. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il y en a qui vont juste décider de fuck off, je quitte. Bon, finalement, ils sont revenus là-dessus. Hein. Une fois qu'elles s'étaient toutes fait vacciner, à 2 jours de l'échéance, ah bah finalement, vous êtes plus obligés. J'ai trouvé ça vraiment... C'était en bref, quelle peu année, importe. la grossesse? Ben, Maïko, elle est née en mars 2022. Donc, tu sais, c'était à l'automne 2021. Ok, c'était comme la fin de COVID. Ouais, c'était Ok. la fin, mais en même temps, tu te rappelles, ils avaient dit toutes les sages-femmes qui seront pas vaccinées, je pense que c'était au 30 Ouais, ouais. octobre ou quelque chose comme ça, bah vous perdez votre droit de pratique. Oui, c'est ça. Et en fait, bah, c'était les sages-femmes, les infirmières, c'était pas juste les sages-femmes, là, on s'entend. Et en fait, il y a eu tellement de résistance, puis je pense que il y a eu des démissions d'ailleurs dans cette période-là aussi, hein, de beaucoup d'infirmières, etc. Et ils étaient déjà en sous-effectif, puis là ils ont dû se dire ok non là ça fait pas de sens quoi. Donc finalement ils sont revenus là-dessus. Mais donc bref, avec tout ça, tu sais trop d'incertitudes, puis moi là tu sais, si j'ai envie de me projeter dans la naissance de mon bébé, j'ai besoin d'avoir des certitudes là, tu sais dans le sens de comment je me projette, comment je visualise ça, puis là je peux pas là, tu sais ça marche pas. Fait que on arrive à la naissance, je te promets. Et je vois le temps que là, je fais mon Dieu, je sais même pas encore parler de la naissance. Mais donc c'est ça. Je fais un deuxième rendez-vous, puis là ça me gosse, puis on en parle avec Hugo. Puis là je voulais faire l'échographie parce que c'est sûr que comme j'avais eu avant un bébé avec une fente, qu'entre-temps j'ai appris qu'il y avait j'ai appris des enjeux dans ma famille potentiellement génétiques. J'étais comme ok je vais aller faire j'ai la césarienne, non pas du tout l'échographie. Puis là l'échographie c'est le deuxième jour où il faut que ton chum il soit vacciné pour pouvoir t'accompagner pour faire l'écho. Mon chum n'est pas vacciné. Et Covid, on s'entend. Et, euh, et donc, ben, non, moi, je veux pas le sans lui, là. Parce que oui, il y a quelque chose de l'ordre de médical. Mais cette échographie, pour moi, elle avait quelque chose de l'ordre aussi du rituel, tu vois. Comme un peu la rencontre avec notre bébé. Et c'est pas vrai que j'allais vivre ça toute seule. Et en plus, je trouvais que les mesures sanitaires, pour moi, là, elles commençaient à déraper solide. Donc, il y avait quelque chose de je me conformerai pas à ça. Euh, je me conformerai pas à ça. Mais c'est sûr que j'ai quand même beaucoup hésité parce que j'étais comme, attends, hein, est-ce que mon bébé a de quoi, machin, etc. Puis là, je me suis rappelé la première grossesse, enfin la deuxième, où je voulais pas faire d'écho à la base.
Et j'ai tellement eu une overdose d'échographie à ma première. Là, tu sais, en France, un rendez-vous, une écho, quoi. Fait que je pense que j'ai eu 12 échos pendant ma grossesse. Ça fait aucun sens, là. J'exagère peut-être quand je dis 12, mais j'ai vraiment beaucoup. Là. Je sais même pas les compter, d'ailleurs, tellement il y en a eu. Et, euh, et donc, c'est ça. Je me reconnecte donc à la échographie à ma deuxième grossesse, où, tu sais, je voulais pas en faire, et où finalement, je suis comme, OK, là, faut que j'en fasse. Là, je dis comme, OK. Cindy, tu l'as, cette intuition-là, là. Fait que, connecte-toi-y, et essaye de penser. Comme, est-ce que t'as envie de faire cet écho parce que justement, rituel, nanana, ou est-ce que t'as besoin de faire cet écho parce que tu penses que ton bébé a de quoi? Puis, j'ai vraiment comme laissé la question infuser toute la nuit. Et le matin même, donc où j'avais le rendez-vous, je me suis levée, je dis comme, j'en ai vraiment pas de besoin. Je sais que j'en ai pas de besoin. C'est genre comme, no fucking way, j'y vais pas. Donc j'ai annulé le rendez-vous. Et puis à la maison de naissance, j'avais emprunté le livre de Laura Chanley, euh, Accoucher par soi-même. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien que j'ai du mal avec pas mal d'aspects du livre, tu sais, les témoignages, là, les gens, puis c'est américain, là, oh my god, Dieu, 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 tu sais, genre, bon, ça me saoule un peu, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein, les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Mais au-delà des témoignages, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en soi qui allait me chercher là-dedans. Et, euh, et de comment on peut s'auto-saboter. Elle parle pas de ça, hein, mais moi, c'est ça que ça m'a allumé, là. Puis j'étais comme, ok. Parce que je visualisais la naissance, puis plus je la visualisais, et plus finalement elle était chez nous. Elle était chez moi, clairement. Et il n'y avait pas de sage-femme. Dans ma visualisation, il y avait clairement pas de sage-femme. C'était comme, m'envahissez pas. C'est ma bulle, c'est chez nous. et, euh, et je continuais le suivi sage-femme. En tout cas, j'étais encore dans la perspective de continuer le suivi sage-femme à ce moment-là. Puis au bout d'un moment, je me dis, ok, mais je m'auto-sabote, quoi. Parce que je garde le suivi sage-femme au cas où. Mais si je suis dans le au cas où, c'est que je suis pas dans la confiance pleine de ici et maintenant. On en a beaucoup, beaucoup parlé avec mon chum. Puis finalement, au troisième rendez-vous, où en plus je pouvais pas aller avec mon chum, puisqu'il n'était pas vacciné, j'ai décidé de mettre fin à mon suivi. Parce que, pour reboucler avec la première grossesse, tu sais, je suis une fille cérébrale. Les chiffres, la hauteur utérine, la pression, la gna 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 gna, oublie ça, là. Moi, ça me fuck top, les chiffres, là. Ça me ramène complètement dans mon néocortex, là. Je suis zéro dans ma confiance, etc. Puis comment t'as Fait que là, justifié aux sages-femmes, hein? comment t'as justifié l'arrêt de suivi, comment tu l'as fait? Bah, j'ai rien à Ah, justifier, ok, premièrement. t'as juste dit, ok, fini. Ok. Non, c'est ça, moi, bah, tu sais, c'est ça, tu vois, juste ça, c'est drôle, cette question-là, là. Tu sais, justifier, mais t'as rien à justifier, c'est Ouais, ta grossesse, t'as tout bazar, à tu fait sais. raison. Fait que, après, moi, j'ai un super bon lien avec ma sage-femme, donc, tu sais, on en a parlé, mais parce que c'est une femme que je connais aussi en dehors de sa pratique sage-femme, tu sais, on a d'autres liens. Donc, c'est sûr que j'ai pris le temps de parler avec elle, de lui expliquer, mais parce que ça me faisait plaisir. Mais j'aurais pu aussi appeler, dire, bah, j'arrête mon suivi sage-femme, bye, et raccrocher. Moi, là, j'avais envie de la rencontrer, j'avais envie de la voir, j'avais envie de lui jaser, tu vois, mais parce que de femme à femme, tu vois. Puis je lui ai dit, je lui ai expliqué tout mon cheminement, un petit peu ce que toute ma réflexion, un peu ce que je viens de t'expliquer là. Puis elle me dit, franchement, j'ai adoré son attitude. Elle avait, tu sais, son cahier de suivi là où elle prend des notes. Elle l'a fermé, elle l'a posé sur son bureau. Elle m'a regardé. Puis là, j'étais comme, ok, là, on est vraiment comme de personne à personne, tu sais. Elle me dit, mais comment je pourrais te soutenir là-dedans, là, tu sais. Puis j'ai dit, mais tu peux pas, Michel. En fait, moi, ce que je veux, c'est aucun chiffre. Donc, je veux pas de hauteur utérine, je veux pas de pression, je veux rien, je veux aucun chiffre. Elle m'a dit, ah, c'est sûr que nous, tu sais, comme on a quand même des obligations. Je dis, je le sais, je suis tout au courant de ça. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Je fais, si tu pouvais m'accompagner plus d'un côté uniquement comme, j'ai envie de dire, moral, etc., moi, je continuerai le suivi. Mais je sais que t'es obligé de prendre des mesures et tout ça. Et moi, j'en veux pas. Je veux sortir ça, en fait. C'est un acte de confiance absolue en moi-même. Et donc, je veux arrêter les chiffres. Et donc, ben voilà, c'est ça. Donc, mais tu sais, elle a été super là. Tu sais, elle m'a dit, écoute, tu sais, je te laisse encore y penser. Je ferme pas ton dossier tout de suite, etc. Enfin, tu sais, j'ai trouvé que c'était quand même cool aussi d'écoute. Puis elle était, tu sais, c'est ta décision et tout ça. Là. J'avais pas besoin de permission de sa part là, qu'on se le dise, mais c'est ça. J'avais vraiment envie d'en jaser avec elle.
Donc moi, je sors de là, je repars en auto. Finalement, après quelques kilomètres d'auto, je me gare sur un stationnement, j'appelle mon chum. Parce que mon chum, il savait pas ce que j'allais faire à ce suivi-là. Là. Tu sais, on avait parlé de peut-être arrêter ou pas, puis j'avais dit, je sais pas, je vais voir sur place. Je suis comme ça, moi. Elle m'appelle, je dis, Hugo, j'ai mis fin à mon suivi. Il me dit, ok. Puis là, on jase un petit peu de pourquoi, comment, nanana. Puis il me dit, j'ai trouvé tellement extraordinaire. Je l'aime, mon amoureux, là, tu peux pas savoir à quel point. Et il me dit, mais en même temps, c'est fou qu'on doive faire tout un travail pour se défaire du système médical, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être, quand il y en a de besoin, faire un travail pour s'attacher au système médical, tu sais. Puis je suis comme, mais c'est tellement ça. Et donc moi, à partir de là, ben, j'ai fini ma grossesse libre. Mon Dieu, que j'ai adoré ça. Tu sais, pas avoir de là, t'as rendez-vous machin, là, t'as suivi machin, là, t'as tel contrôle, là, t'as tel test, là, ta. Tu sais, ou alors à chaque fois discuter avec les T'étais à combien de semaines quand tu as décidé de OK, les grossesses des... j'étais au début, j'étais à 20 semaines, genre. Ah, OK, 20 OK. semaines, Donc, t'avais quand même une ouais. moitié de grossesse à faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis tu vois, finalement, j'ai eu 3 rendez-vous avec la sage-femme. Le premier de prise en charge, où concrètement, là, j'étais avec mon chum, on a vraiment jasé, là, tu sais. Plus on a écouté le cœur, puis voilà, tu sais. Plus elle m'a dit, il faut que tu ailles voir un médecin. Il y a eu le deuxième rendez-vous où je me rappelle même plus vraiment de ce rendez-vous. Puis tu sais, quand t'es avec moi, c'est sûr, tu jases, là. Fait que bon. Et le troisième rendez-vous, ben, ça a été pour dire salut, je m'en viens pour te dire qu'en fait, je m'en viens pas, quoi. Donc en fait, le vraiment deuxième rendez-vous de suivi en tant que tel, j'étais à 15 semaines, 17 semaines, un truc comme ça. Fait que c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment, je me suis vraiment sentie libre pendant cette grossesse et ça a fait beaucoup de bien. Euh, ça a été juste parfait là. J'ai eu un petit peu une petite frayeur sur la fin parce que malgré qu'on était super vigilants avec nos autres enfants, tu sais, genre ma fille, je l'avais pas renvoyée à l'école en janvier parce qu'il y avait vraiment tu sais, la Covid à fond dans les écoles là. Fait que je l'avais pas renvoyée. Mon fils, il allait dans un milieu familial où ils étaient 3 gamins, dont non, 4 gamins, dont 2 qui avaient déjà chopé la Covid. Donc, tu sais, j'étais comme, bon, bah, on est safe. Finalement, il nous l'a ramené de la garderie. On y est tous passés. Bah, les enfants, ils ont eu 2 heures de fièvre. Fin de l'histoire. Moi, ça a été un petit peu plus intense. Bah après, je dis, on a eu la Covid. Le test n'est jamais sorti positif, puis tu pouvais plus faire de PCR à ce moment-là, c'était que les tests maison. Mais tu sais, le seul contact qu'on avait eu à l'extérieur, ils avaient la Covid, puis le monde autour avait attrapé la Covid. Donc j'imagine que nous aussi. Mon chum, il s'est juste senti un peu patraque, puis moi, j'ai eu un 48 heures de fièvre. Mais ce qui a été dur, c'est que comme j'avais déjà vraiment mal à la symphyse pubienne, parce que j'étais à 36 semaines de grossesse, j'avais une grosse bedaine, avec l'inflammation, là, j'avais vraiment très très mal. Mais après 48 heures, on était remis sur pied, puis c'était fini la fin, là. Puis moi, j'étais comme, bon, ben, finalement, c'est parfait, j'ai assez de temps pour vraiment reprendre mon énergie d'ici la naissance, puis ben, mon bébé aura des anticorps, là, tu sais, fait que... Moi, j'ai trouvé que le timing était finalement très bon, même si c'est très chiant parce qu'après t'as le 10 jours d'isolement, nanana, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, et puis c'est ça. Puis tu sais, on te dit toujours un troisième bébé, c'est rapide, nanana. Mais ça, faut jamais écouter ça, là. Ça c'est de la boîte. D'ailleurs, après coup, tout le monde m'a dit, mais non, un troisième, ça fait toujours différent des autres. Je fais pourquoi? Vous me le dites après. Tu sais, genre, je comprends pas. Une pensée magique, un peu, tu sais. Comme on dit, troisième grossesse, c'est telle chose, quatrième grossesse, c'est comme une surprise. On sait pas trop ce qui va arriver. Mais dans le fond, on sait jamais ce qui va arriver. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Puis la grossesse, tu sais, moi j'avais une énorme bedaine. Je pense que j'ai refait du polyhydramnios. Enfin, je suis à peu près sûre. Quand j'ai perdu les os, là, c'était comme, ah ouais, quand même. Je pense que j'ai fait du diabète gestationnel, en fait, clairement. 2 fois, je l'ai nommé à mon chum. J'étais comme, ouf, je me sens pas bien. Je fais comme, Puis ça pourquoi? ressemble Qu'est-ce qui t'a à fait une penser? hyperglycémie. Qu'est-ce qui t'a fait penser que t'avais le diabète gestationnel? Euh, j'ai, euh, j'ai eu des étourdissements qui ressemblaient vraiment à de l'hyperglycémie. J'en avais déjà fait par le passé, donc tu sais, j'ai reconnecté à ça. J'en aurais jamais fait.
J'aurais juste dit: «Comment? Je me sens pas bien», un petit étourdissement. Puis l'autre truc, en fait, puis ça, j'avais débrief avec une amie qui est sage-femme après, elle m'a dit: «Ouais, tu cochais quand même toutes les cases, c'est très, très fort probable». Je buvais 6 à 7 litres d'eau par jour, je me levais la nuit parce que j'avais soif malgré tout ça. Et j'avais le polydramnios et tu sais genre je coche toutes les cases des symptômes. Tu sais ça peut être asymptomatique le diabète gestationnel, mais quand tu coches toutes les cases des symptômes, il y a quand même des chances que tu sais que t'en as fait là. Mais moi je l'interprète vraiment comme mon corps a recréé une situation similaire à la grossesse précédente, puis genre c'est mon corps voulait me dire comme t'es capable fille, go, tu sais. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. Mais donc c'est ça, moi j'imaginais quand même accoucher peut-être un peu plus tôt que plus tard, tu sais, parce que justement c'est quand même un troisième bébé, parce que j'ai une super grosse bedaine, parce que j'ai envie, je suis fatiguée. Et euh, et les semaines passent, et les semaines passent, et les semaines passent, et mes bébés, mes deux précédents, je les ai accouchés à 40 semaines et 5 jours. Puis à 40 semaines et 5 jours, je suis encore bel et bien enceinte de mon troisième bébé. Je suis comme, et en fait, je fais un rêve cette nuit-là qui m'a terrorisée. Et vraiment, dans ce rêve-là, je suis avec une femme plus âgée. En fait, c'est une femme qui a eu une grosse importance dans ma vie quand j'étais plus jeune, mais qui est décédée depuis longtemps. Et je la regarde, puis je plains, puis je lui dis, mais pourquoi ça bloque? Elle me dit, c'est pas bébé qui bloque, c'est toi qui bloque. Et, euh, et en fait, après, le bébé est né, et le bébé est inanimé. Et quelques instants après, il ouvre les yeux et il fait un grand sourire. J'ai flippé ma vie. J'ai flippé ma vie, j'ai appelé mon ami. Parce que bien que je sois formée comme accompagnante à la naissance et que j'évolue dans ce milieu-là, moi j'ai pas pris un accompagnement complet, parce que j'avais vraiment pas le besoin là, tu sais. Mais j'ai pris une rencontre notamment avec mon amie Annie Bouteau, qui a ce qu'elle appelle son havre périnatal à Austin en Estrie, à Naya, et on a vraiment fait une espèce de demi-journée avec elle où elle nous chouchoute, elle nous prépare des bons smoothies, puis on jase, puis nanana. Enfin que c'était vraiment un espace de cette connexion avec mon chum, mais aussi comme de questionnement sur comme cette naissance qui s'en venait, etc. Et donc là, je l'appelle, je lui dis, Mani, pas un rêve bizarre, j'ai trop peur, tu sais, genre, les peurs de fin de grossesse qui embarquent, tu sais. Puis, je me rappelle plus du tout ce qu'elle m'a dit, mais bon, c'est ça qui est ça. Et puis, donc là, on est le vendredi, je pense, et tout le week-end passe, pas aucun signe de travail, parce que moi, en plus, je fais pas vraiment de Braxton Hicks et compagnie, là. Moi, mon travail, je le fais quand il commence, ça y va. Et donc le lundi, dans la journée, je commence à avoir quelques contractions. Je suis comme, ah, ça se met tranquillement en place. Je vois que je perds un peu de bouchon muqueux. Je fais, ok, bon ben, ça serait quand même cool. Je suis quand même à 41 semaines et un jour. Fait que, tu sais, c'est le temps, là, c'est le temps. Et au final, les contractions embarquent pour la peine dans l'après-midi, là. Et donc on appelle... moi, j'avais prévu une doula pour s'occuper de mes enfants, en fait. Pas pour moi, là, je ressentais pas le besoin, mais pour s'occuper de mes enfants. Puis le deal qu'on avait ensemble, c'est si jamais je pars à l'hôpital, par contre, là, elle devenait ma doula. Parce que je voulais une défendresse à mes côtés, là, tu sais. Donc c'est ça. Et donc, elle était là pour s'occuper de mes enfants et tout ça. Donc, on l'appelle, on dit, hey, pourrais-tu aller chercher Milo, Ayana à l'école, tout ça, nanana. Donc, les choses se mettent en place. Puis, elle vient à la maison avec les enfants, parce que moi, à la base, je voulais avoir les enfants dans la maison avec nous. C'était une grossière erreur, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et donc, euh, Et donc, en fait, quand elle arrive avec les enfants, moi, tout s'arrête. Tout. Et c'était, tu sais, les gens me disent, ah, c'était une latence. Comme, non, je sais c'est quoi une latence, je t'assure, c'était pas une latence. Je t'assure qu'on n'était pas dans la latence. Mais Tu tout penses s'arrête. à cause des Donc, enfants, ça comme perturbé quelque chose? sur le coup, je me suis pas rendu compte, mais après 3 jours où à chaque fois qu'ils arrivaient, tout s'arrêtait, Mhm. il a fallu que je me rende à l'évidence, en effet, tu Mhm. vois. Et donc c'est ça, tout s'arrête, enfin, ça s'arrête là, les contractions passent aux 45 minutes, tu vois. Fait que bref, on dit à Bianca, bah écoute, rentre chez vous, tu sais, c'est ça là, on va te rappeler, mettant que ça sera le bon temps, là, va dormir. Puis c'est vraiment drôle parce que ce soir-là, on jase avant qu'elle parte, les enfants sont couchés, tu sais, la maison est toute calme, c'est trop agréable. Puis là, d'un coup, je la regarde, je fais comme, Bianca, en fait, on se connaît depuis super longtemps, je pense que t'es une des premières personnes que j'ai rencontrées au Québec, elle me fait comment ça? Je la regarde et je fais comme,
et je vais te raconter quelques anecdotes de la naissance de ma première fille, puis tu vas me dire si ça te parle. Puis là, je lui parle. Puis là, elle commence à me dire, ah mais oui, je me rappelle, je travaillais à la maison de naissance à cette époque-là, mais je suis pas sûre que j'étais là à ton accouchement. Elle fait, mais par contre, je me rappelle que ça avait parlé de ça, ça avait parlé de ça. Hein. Je fais, oui, mais ça a parlé de ça juste à ma naissance, pas dans le comité sage-femme, je le sais. Elle fait, ah bon? Je fais, ah mon Dieu, je pense que c'était toi l'assistante natale. C'est toi qui m'as appris à mettre mon bébé en écharpe de portage, tu sais, comme à ma première. Elle me dit, ben ça se peut, je sais pas. Bref, elle s'en va. Moi là, entre mes contractions, je cherche mon dossier de ma première grossesse, etc. Parce qu'elle m'a dit, si j'étais là, tu vas avoir mon nom dans le dossier, c'est sûr. Et là, je vois son nom. Et je fais quand même, c'est fou. C'est moi qui voulais boucler la boucle en accouchant dans la même chambre de naissance à la maison de naissance, ben je boucle la boucle autrement. En fait, l'assistante natale qui était là à la naissance de ma première, elle est là à la naissance de mon dernier bébé. C'est fou, tu vois, c'est fou. Il s'est passé plein de trucs de ce genre pendant cette naissance. Les contractions réembarquent dans la nuit. Moi, je dors pas vraiment. Je pense que j'ai dormi à 4 heures. Puis là, ça réembarque pareil. Bam, 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 bam. Donc, on appelle Bianca pour qu'elle vienne s'occuper des enfants le matin parce que ben moi, j'étais pas capable. Puis je voulais mon chum près de moi. Elle s'en vient et les enfants se lèvent. Ça s'arrête. Finalement, Bianca part avec les enfants. Ça repart. Elle revient avec les enfants. Ça s'arrête. Écoute, ça avait pas de bon sens. Mais on dirait que moi, à ce moment-là, je voulais pas le voir. Tu sais, je voulais pas voir que, en fait, je pouvais pas avoir mes enfants en proximité. Puis par la suite, j'ai lu des témoignages que j'avais pas lu avant. C'est drôle, hein. On a le cerveau sélectif quand même, hein. Qu'il y en a beaucoup pour qui ça marche pas, en fait, d'avoir les enfants à proximité. Ça marche pas. Bref, c'est ça. Le mardi, pareil, travail intermittent, travail dystocique, ils auraient dit à l'hôpital. Et, euh, et au final, je pense que c'est le mardi, j'ai une genre de vision. C'est vraiment bizarre. Moi, j'ai des visions pendant que je fais mon travail de grossesse, là, de mon travail d'accouchement, je veux dire. Mais en même temps, on est tellement entre deux mondes en termes d'hormones, d'endorphines et tout ça. Puis je vois un bébé dans cette vision. Puis sur le coup, je pense que c'est mon fils. Je me dis, ben oui, tu sais, cette naissance, elle vient guérir la précédente et tout ça. Ça, c'était des histoires que je me racontais, là. Puis en fait, dans ma vision, je vois le bébé, puis le bébé a pas de fente. Fait que c'est clairement pas mon fils. Tu sais, vraiment. Puis c'est dans un hôpital, puis le bébé, il pleure, il pleure, il pleure. Mon bébé a presque pas pleuré à sa naissance, malgré qu'il soit né par césarienne, là. Et puis là, je comprends comme, ok, mais c'est moi, ce bébé-là. Qu'est-ce que je fous là? Genre, qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? Tu sais, je suis vraiment... Puis c'est vraiment clair pour moi. Puis là, j'ai comme un mantra de façon intuitive qui remonte comme des tripes. Puis ce mantra, c'est je me fais canal de puissance vers mon bébé et je coupe. J'ai aucune idée de quoi je coupe à ce moment-là. Mais ça devient vraiment mon mantra de naissance. Là, et il va m'accompagner jusqu'à la naissance de ma fille. Euh, et c'est ça. C'est ça qui se passe. Le mercredi matin, mon amie Annie, elle vient m'offrir un soin en masso. Puis là, elle me dit, tu sais, Cindy, peut-être tu te rends à l'évidence, là, tes enfants, ce serait peut-être mieux qu'ils aillent dormir ailleurs, là, tu sais. Je pleure, mais moi, je voulais que mes enfants, ils soient avec moi. Bref, finalement, on s'organise pour que les enfants rentrent pas le soir. Enfin, tu sais, ils sont venus faire un petit coucou, puis ils sont repartis faire dodo chez des amis. C'était la première fois pour mon fils. Fait que ça, c'était dur aussi, là. Il est parti en pleurant. Moi, j'ai comme, oh, mon bébé. Et, euh, Et donc, c'est ça. Et donc, moi, pendant tout ce temps, c'est ça, j'ai du travail intermittent. J'ai des contractions aux 3 minutes, puis aux 15 minutes, puis plus du tout, puis aux 2 minutes, puis tu sais, genre, c'est n'importe fucking quoi, là, tu sais. Euh, c'est rendu que moi, à la base, je voulais pas le faire, mais je finis par m'auto-évaluer, tu sais, comme, hey, est-ce que mon col s'ouvre au moins, là, ou qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'auto-évalue, puis tu sais, je vois que le col, ben, ça progresse petit à petit, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que moi j'avais aucune idée comment on se faisait un auto-toucher vaginal. Fait que là du coup je suis en mode sur internet comment faire un toucher vaginal, tu sais comme c'est tellement je voulais tellement pas faire ça au début parce que je voulais pas de chiffres, tu sais. Puis là finalement je suis comme ah OK puis j'avais pas trop exploré mon corps avant ça, mais j'aime pas trop je veux dire pendant la grossesse en mode j'observe mon corps, mon col et tout ça. Et donc là ben c'est ça je suis là-dedans, je découvre, c'est drôle. Je pense que je suis à 5-6 là, tu sais, genre comme. Mais tu sais, évidemment, t'évalues comme tu peux, là. Je suis comme, mais en tout cas, c'est ouvert à peu près comme ça, tu sais. et, et donc, c'est ça. Et là, à partir du moment où les enfants s'en vont, on se fait vraiment une soirée d'amoureux avec mon chum.
On se regarde un film, je pleure tout le long du film, un très beau film d'ailleurs. On s'était commandé de la bouffe et tout ça. Puis à partir de là, ça embarque. Ça embarque, puis là, ça me lâche plus. Puis là, tu sais, je suis comme, ok, là, ça travaille, là, ça travaille, là, ça travaille. Tu sais, comme ça y va, là, tu sais. Et je continue d'avoir ces mantras. Je commence à être fatiguée. Tu sais, je fais des allers-retours dans ma petite piscine. C'est vraiment le bazar, tu sais. Mais, et puis je chante des chansons, là. Il y a un chant, euh, je sais plus le titre, mais c'est Eyamayo wanaha wanaheneyo Eyamayo. Et c'est vraiment, il m'apaise, je sais pas pourquoi, ça m'apaise de fou, donc je chante ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'après, quand ma fille est née, même encore maintenant, quand je chante ça, ça l'apaise et elle sourit direct, là. C'est vraiment fou. Puis, il y a une autre chanson que je chante, c'est un chant prénatal. Sache que tu peux n'être que toi-même, parce que sans te connaître, sache que l'on t'aime. Puis moi, je pleure, je pleure, je pleure. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment je pleure pendant cette naissance. Puis je me rappelle de mon rêve. C'est pas bébé qui bloque, c'est toi. Puis je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais tu sais, je suis trop dans mon mental, en fait. J'ai été trop dans mon estime mentale. J'ai pas réussi à, tu sais, j'ai réussi par moments à être un peu décroché, mais hop, le mental revenait, tu sais. C'était vraiment difficile. Et le jeudi, donc on se rappelle que ça a commencé le lundi, quoi. Le jeudi après-midi, je suis à bout, là. Genre, j'appelle mon ami, j'appelle plein de monde, je sais plus quoi faire, je suis comme, j'en peux et arrivé le jeudi soir, il est 19h, puis je dis à mon chum, je dis là, puis ça fait un moment que je m'auto-évalue, puis que ça bouge pas du tout. Le col bouge pas, là. Tu sais, je stagne depuis des heures et des heures. Tu sais, oublie ça, là, on m'aurait envoyé en césarienne depuis longtemps si j'avais été à l'hôpital, là. Et, euh, et je dis à mon chum, je dis, écoute, là, dans 2 heures, si ça bouge pas, on s'en va à l'hôpital, là. Tu sais, genre, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'en peux plus, je suis plus capable, je suis fatiguée, ça fait 3 nuits blanches que je fais, tout ça. Et je me rappelle, bah, par la suite, hein, pas à l'instant, mais par la suite, je me rappelle que mon ami Animoto m'avait dit, tu sais, Cindy, il faut que tu fasses la paix avec la possibilité d'accoucher à l'hôpital si tu veux vraiment réussir à lâcher prise, tu sais. T'as besoin de ça. On m'a peut-être pas dit ça exactement dans ces mots-là, mais c'est quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, je mets les mains sur ma bedaine, puis je dis, hé bébé, on se rencontre ce soir, quoi qu'il arrive, c'est toi qui choisis le chemin. Puis je mets de la musique, puis je commence à danser. Puis là, il y a un switch d'énergie. Ça passe de on peut plus, machin, comme ok, c'est la fête, je rencontre mon bébé dans quelques heures, quoi qu'il arrive. Je monte les escaliers, je prends une contraction avec un pied sur une chaise, une autre contraction avec l'autre pied sur l'autre chaise, pour faire des positions asymétriques, nanana. Et vraiment, il y a un switch d'énergie fabuleux dans la maison. Et 1 heure après, je me réauto-évalue, je suis comme ah, tabarnak, ça bouge pas là. Je fais comme garde. Même pas la peine d'attendre la deuxième heure. Appelle la doula là, qu'elle vienne me chercher. Moi, je pars avec elle. Tu viens si tu veux, mais moi, je suis surtout avec ma doula là, parce que toi, tu vas être dépassé quand on va arriver là-bas. Ils vont dire tous leurs mots techniques, nanana, nanana. Tu vas prendre peur. T'es là si tu veux, mais genre, c'est pas toi que je veux à mes côtés quoi. Et donc, on essaye de l'appeler. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, parce qu'elle était quand même en de garde avant, elle ne répond pas au téléphone. 6 appels, elle ne répond pas une seule fois. C'était comme, what the fuck? Puis je dis, écoute, c'est pas grave, on lui avait dit 2 heures, fait que, tu sais, ça se trouve, elle s'est reposée pendant 2 heures et tout ça. Je continue, bonne ambiance à la maison, dans ma petite bulle, et 2 heures après, donc donc c'était 7 heures, donc vers 9 heures, je me réauto-évalue, et je suis comme, Hugo, ça l'a grandi, ça progresse, on reste. Et à ce moment-là, la doula appelle. Et en fait, ce qui est fou, c'est que par la suite, on apprend qu'elle a jamais reçu les appels. Le réseau a bugué, elle a jamais reçu les appels. Genre, l'univers a conspiré pour moi, là, tu sais. Et donc, pas si longtemps après qu'elle soit arrivée, ben, j'ai perdu les os. Et donc, c'est là, on a dit, ah oui, effectivement, il y avait un beau polydramnios, là. Puis, il y a un petit peu de méconium dans les os. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Parce que là, je me suis dit, oh mon dieu, il y a du méconium, il y a du méconium, il y a du méconium. Mais finalement, c'était un méconium, tu sais, genre, quand il était pas vert foncé, là, tu sais. Fait que c'était jaune, là. Fait que par la suite, j'ai appris qu'il n'y a pas tant de stress quand tu fais des longs travails comme ça. C'est assez courant. Par contre, si le méconium, il est vert, noir,
Là, ça, c'est, ils appellent ça du méconium de détresse, là, tu sais. Mais donc, bref, moi, dans ma tête, je suis comme, OK, faut que je la sorte, faut que je la sorte, faut que je la sorte, faut que je la sorte. Je la sorte. Je savais pas, hein, si c'était une petite personne avec une vulve ou avec un pénis, mais bon. Et, euh, et la poussée va commencer pas longtemps après, et ça a été ma plus longue poussée, quoi. Moi, mon premier bébé, je l'ai accouché en 8 heures, 30 minutes de poussée, hein, fin de l'histoire. 14 minutes après le placenta, fin de l'histoire. Et là, ça y allait pas, quoi. C'était la cata. C'était la cata. Puis, j'avais tellement de sel. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Ah, allez, je pousse, j'ai l'impression que la tête arrive. Et finalement, c'était une grosse crotte. Et moi, je suis comme, c'est donc bien vexant! J'étais en colère! Tu sais, moi, je suis très vocale et je parle beaucoup pendant mes naissances. Je sais qu'on voit beaucoup de vidéos de femmes qui souffrent doucement et tout ça. Non, moi, je gueule et je parle et je commente tout. Je commente tout. Tout, 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 tout. Je suis horrible pendant une naissance. Et, Puis chaque femme je est me fais dire, différente aussi. ouais, c'est ça. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Tu sais. Exactement, exactement. Tu vois, ma première, j'avais moins parlé, j'avais beaucoup hurlé, comme en mode montagne russe, là. Mais là, je commentais tout. Je commentais la couleur, je commentais ça, je m'insupportais moi-même, en fait. C'est ça qui est drôle. Et donc, et donc, c'est ça, on est le 10 mars. Et ma bébé sort et, tu sais, normalement, quand ils sont vraiment bien placés, le nez est vers les fesses, en fait, là. Moi, elle sort la tête vers la cuisse, hein. Donc, de toute évidence, elle devait être mal positionnée parce que c'est comme c'est pas le bon sens là, tu sais. Et et c'est vraiment, puis tu sais, je dis comme tu sais, avant qu'elle sorte, je dis comme ça repart, ça revient. Puis ma doula qui, parce que finalement elle était là, elle est arrivée parce que Hugo lui a dit si jamais on part à l'hôpital, sois avec nous. Donc finalement elle est là. C'était pas prévu mais elle est là. Puis elle dit c'est normal. Cindy, je la regarde, je fais mais je sais, genre comme juste je commente. Et donc bref, Louloute elle est sortie jusqu'à peu près aux oreilles là. Puis le lundi, j'avais fait à la joke, ça se trouve c'est un bébé qui veut la même date de fête que son père parce que mon chum c'est le 11 mars sa fête. Et là la doula elle me fait écoute si tu veux qu'elle ait pas la même date de fête que son père, il lui reste 3 minutes pour naître. Je la regarde, je fais comme no fucking way. J'ai poussé ma vie. Ma fille est née comme dans les secondes qu'on suivit comme je l'ai attrapée et là fucking stress. Elle est, elle est flasque. C'est un mollusque. J'ai jamais vu cette texture de bébé, là, tu sais. Puis je les ai attrapés, mes autres bébés, là. Puis là, genre, je suis comme, oh my fucking god, tu sais, genre. Puis j'ai fait un rêve, hein, la semaine d'avant où le bébé est inanimé, hein. Genre, ça me fait pas de rire du tout, là, tu vois. Et donc, euh, et donc, j'aspire tout de suite ces sécrétions. Je fais à Hugo, je fais, va chercher la poire, la poire. Tu sais, j'avais prévu une petite poire pour aspirer les sécrétions. On frictionne bébé. La douleur, elle fait, viens-t'en, bébé, vas-y, viens-t'en, tu sais. Puis là, Hugo, il revient, il lui aspire avec dans la bouche un peu plus loin avec la petite poire. Puis là, on entend vraiment une espèce de... Et là, elle fait... Elle ouvre les yeux. Mais elle a ouvert les yeux, mais tout de suite, elle a été là, tu sais. Ça l'a pris quand même quelques minutes, hein. Enfin, que moi, je pense qu'elle voulait vraiment la même date de fête que son père. Donc, je pense qu'elle s'est vraiment incarnée le 11 mars. Mais bon, elle est techniquement née le 10 mars. Donc, voilà. En tous les cas, tu sais, c'était un long travail aussi, tu sais. Un long travail. C'est pas rare que les bébés, ils arrivent un peu fatigués, là, tu sais. Oui. Mais, Puis la transition aussi mais peut tu sais, en même prendre temps, plus de temps. Souvent, à l'hôpital, on s'entend comme, OK, tout de suite, le bébé doit respirer, tout de suite, tout de suite. Puis à la c'est ça. maison, Oui, oui, ça peut prendre plus longtemps. Puis peut-être c'est normal. Peut-être que l'enfant, c'est ça. ça lui prend quelques minutes avant de Mais, tu sais, arriver. moi, ça m'a pas stressé, genre qu'elle pleure pas tout de suite. Parce que je pense que ma première a même pas pleuré du tout, tout de suite ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment la texture de la peau. Que ça m'a marqué. Ça, encore maintenant, j'y pense, puis c'était vraiment bizarre. Mais même à l'hôpital, moi, j'en ai vu naître des bébés, justement, apparemment, elles étaient toutes bleues. Moi, ça, j'ai aucun souvenir de ça. Pour moi, elles étaient toutes belles, déjà. Mais j'en ai vu des bébés nets gris-bleu, puis prendre quelques instants à respirer, on aspire les sécrétions, etc. Fait que j'étais pas tant stressée par ça, mais c'est vraiment, quand je l'ai attrapé dans mes mains, j'étais comme, c'est quoi cette texture, quoi, ça m'a vraiment fait bizarre, là, tu sais. Et quelques instants après, mais comme, tout était là. Et je me rappelle, je l'ai dans mes bras, et elle a ses grands yeux ouverts. Moi, j'ai vraiment des bébés qui ont des grands yeux, puis tout de suite regardent partout, là, tu sais. Puis je regarde mon chum, je fais, elle est toute là. C'est comme en mode, c'est bon, y a pas de stress, tout va bien. Si j'avais aucun stress, tu sais, j'en ai eu à l'instant où je l'ai saisie, mais dès qu'elle a ouvert les yeux, j'étais comme, elle est toute là, y a aucun problème. Je sais que tout va bien, tu sais, genre, don't stress, là. Fait que c'était ça, c'était vraiment fabuleux. Puis c'est vraiment, tu sais,
C'est pas toi qui es bébé, c'est pas toi qui bloque, c'est bébé. Non, c'est pas bébé qui bloque, c'est toi. Parce que mon chum, là, quand je dis on va à l'hôpital, puis je dis, tu sais, Hugo, c'est sûr que j'y vais pas de gaieté de cœur, là, mais je suis sereine avec l'idée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et à l'instant où j'ai dit ça, ça a tout déboulé, blablabla, jusqu'à la naissance. Je suis comme, hey boy, je pouvais pas prendre conscience de ça 3 jours avant, là, ça aurait été cool. Et donc c'est ça. Puis après, rapidement, je veux sortir de la piscine parce que j'ai froid, parce que je suis dans l'eau à ce moment-là. Et le cordon était assez court. Je pouvais amener bébé au sein, là, mais pas bien plus. Puis mes jambes flageolaient, là, j'étais fatiguée. Enfin, je me sentais pas de sortir de la piscine en tenant bébé, là. Tu sais, faut quand même enjamber, tout ça. Fait que mon chum le tient, mais il peut pas tenir bébé en étant debout. Fait qu'il est comme en squat. Il tient bébé à côté de moi le temps que je sors de la piscine, tu sais. Puis là, Bianca, donc la doula, elle m'avait tout préparé le canapé, elle avait mis des alaises et tout ça, c'est pour pas que je le salisse, c'est un canapé blanc en plus, là. Et, euh, et j'ai fait 4 pas et j'étais dans mon canapé et j'y suis restée pendant tout je suis pas restée dans mon canapé tout mon mois d'or, mais je suis restée un bon, un bon 5-6 jours dans mon canapé avant de réintégrer ma chambre, tu sais, à l'étage. Et ça, c'est le luxe fabuleux. C'est un luxe, je sais pas pourquoi on se permet pas de vivre ce luxe, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça. Puis le placenta, il voulait pas sortir parce que mes contractions ont pas vraiment repris. C'est quelque chose qui est assez possible quand tu fais un polyhydramnios. Justement, c'est que l'utérus est tellement distendu qu'il a un peu plus de mal à contracter après. Alors, Mais est-ce que je tu as suis niveau confirmé que tu musculaire. avais le poly finalement et tu avais beaucoup d'eau? Comment tu as su que tu avais beaucoup? J'avais énormément d'eau, Ok, puis j'en avais déjà fait à mon deuxième, donc j'ai vu là, c'était très similaire. Là. ok, C'était quand même, c'était un bon sens. ok, donc c'est. Ouais, ok, il y avait vraiment beaucoup d'eau. C'est ça, Ok. mais juste, mais tu sais, juste à la taille de la bedaine, Ah, ah. c'est ça. C'était pas un petit polynôme, là, j'avais Mais ça s'est vraiment quand même bien énormément. passé, tu sais, comme souvent on considère ça comme Oui, une complication, mais dans le fond, ça s'est bien passé pareil. Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, il peut toujours y avoir des complications. Oui. Mais tu sais, c'est comme quand on marche dans la rue, comme quand, tu sais, on le dit pas, là, mais des AVC, il y en a plein pendant le Oui, sexe, là. oui. Tu sais, on va pas commencer à aller faire du sexe à l'hôpital parce qu'il y a un risque Quand on d'AVC, là, tu conduit, vois. il y a des accidents, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, après, c'est toujours à soi-même de jauger comment qu'on est avec le risque, etc. Mais tu vois, en fait, ce qui est vraiment fou, parce que, donc c'est ça. Finalement, mon placenta, je le sors 9 heures après la naissance. Je suis tellement fatiguée que je décide de dormir avec. Fuck off. J'ai quand même, je voulais faire à début peut-être un bébé lotus, là, pas partiel, pas complet, mais quand même partiel. Mais là, le cordon était trop court, c'était pénible. Fait que finalement, on le coupe. Là, je suis comme, va chercher des ciseaux, coupe-le, là. Et on l'a coupé 3 heures après la naissance environ. Et puis, Fait que le placenta était à ouais. l'intérieur pendant que vous l'avez coupé ou vous avez quand même entendu qu'il soit sorti? Non, il était à Ah, ok, l'intérieur. ok, je comprends. J'étais, oh, non, c'était, en plus, c'était au bout de 3 heures, il devient froid. Donc, j'avais le cordon qui était vraiment tendu parce que c'est ça, il était petit. Donc, il était comme plaqué sur mon ventre. Il était froid. Oh non, c'était désagréable. Puis, fait que c'est ça, j'ai coupé. Et enfin, mon chum a coupé. Parce que moi, ça me tentait pas de faire ça. Et puis, en fait, c'est vraiment drôle parce que je dis ça me tentait pas de faire ça sur l'instant, mais avant, j'avais dit moi, je voudrais le couper moi-même cette fois-ci. Finalement, pas pantoute. Et si on le coupait, parce qu'on aurait voulu peut-être faire les chandelles aussi, mais là, pareil, comme c'était trop court, c'était pénible. Enfin bref. Et finalement, je l'ai sorti le lendemain matin, quoi, 9 heures plus tard. Sans difficulté là, y a pas eu. Dès lors que je suis allée, en fait, je suis allée sous la douche, mettre de l'eau chaude sur mes reins. Tu sais, j'avais un peu des douleurs, là, normal quand même. Puis placenta est sorti, pas de problème, comme une crêpe. Mais c'est ça, puis j'ai à peine déchiré. Je l'ai senti quand j'ai déchiré. Quand j'ai poussé à ma nez, je suis comme, ouh, là, ça a déchiré un peu. Puis effectivement, c'était tout petit. J'ai mis du vernix dessus. Puis au bout d'une semaine, c'était comme réglé mon affaire. Mais en fait, ce qui est le plus fou, c'est ce qui s'est passé après la naissance. C'est-à-dire que moi, 3 jours après, je reçois un texto de ma mère. Ça fait 10 ans qu'on se parle pas. Puis elle me dit qu'elle est fière de moi. C'était assez étonnant qu'elle me dise ça. En fait, je savais même pas qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, comment dire, elle me stalkait sur les réseaux sociaux, je savais pas. Et j'avais parlé librement de mon nana sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, j'apprends par ma sœur, parce que ma sœur est enceinte à ce moment-là. C'est ma jeune sœur. Et elle a son bébé en siège. Et moi, je suis née en siège. Donc ma mère s'est confiée à elle sur ma naissance. Et j'ai appris des choses.
j'ai appris que ma mère a subi ce qu'on appelle l'expression abdominale, ce qui est complètement interdit. Hein. Donc c'est vraiment que tu vas aller appuyer sur le ventre. Là, elle m'a décrit, le médecin est vraiment arrivé, puis avec ses coudes, il a appuyé sur son ventre pour me sortir. Sauf que le lendemain, le médecin a dit à ma mère, mais en fait, on pensait sortir un bébé mort. Ça, c'est mon tout premier contact avec la médicalisation de la naissance, ma propre naissance, tu sais. Et du coup, quand j'ai appris ça, tout a fait sens, là. Tout a fait sens. Comme, OK, j'avais besoin, profondément, de m'émanciper de ce système-là, pour reprendre pouvoir sur mon histoire, sur l'histoire de mes enfants, et je pense aussi sur celle de ma mère, là. Fait que voilà, c'est tout ça. J'aurais encore plein d'autres trucs à raconter, mais c'est pas mal ça. Donc tu sais, le je coupe. Je me fais canal de puissance vers mon bébé et je coupe. Ben, je coupe la transmission. C'est vraiment magnifique. Puis ma mentor, Rivka Simoles, ça me dit toujours, en fait, elle aussi est née par siège, puis elle dit que les bébés qui sont nés par siège sont vraiment des personnes très spéciales. Tu sais. Ah oui. Le récit de Cindy est très inspirant et magnifique, un AVAC libre et autonome que je trouve absolument fantastique. Donc, si vous voulez entendre le reste de la discussion, restez à l'affût pour le prochain épisode qui s'en vient très très prochainement. Donc, merci pour l'écoute et à la prochaine.